Vielen Dank für diesen Ich habe hier wirklich. spannenden Austausch zwischen Kriegsgeschichte, Merci Kunstgeschichte, pour cette présentation entre histoire de guerre, d'art quotidien, Gibt es direkte Nachfragen? hôtel. Est-ce qu'il y a des questions concrètes? Dann habe ich die große Ehre, den Donc, letzten j'ai Vortrag l'honneur d'annoncer la dernière présentation. J'ai un peu le soleil dans mon visage. Voilà, parlant du quartier général dans la forêt noire de Nord. C'est un peu peut-être en dehors du cadre, mais on peut peut-être rapidement entrer dans le détail. Je souhaite, en bref, dire deux phrases par rapport à ce que M. Heinmeier a dit par rapport à la poche de Kolbach. C'est quelque chose, il y a quelque chose qui est évident, qui était comme un fil rouge pendant ces 2 jours, ce qui est le destin alsacien. Et c'est vraiment un traumatisme pour l'Alsace, la Wehrmacht, jusqu'en 2044, a essayé d'éloigner les malgré nous du front de l'Ouest parce qu'on ne leur faisait pas confiance. Et suite à toutes les turbulences en 1944, les Allemands se retirent. Il y a plusieurs unités qui ont été retirées vers l'Allemagne. Et ensuite, ils viennent vers l'Alsace. Donc, les Alsaciens entrent dans leur patrie. Quelques-uns parmi eux sont morts en Alsace. Et il y a quelques-uns qui se trouvent à la cimetière des Allemands. Et en fait, on met toujours des fleurs sur leur tombeau. Donc, parce qu'ils sont tombés en Alsace. Deuxième chose, il y avait encore un contre-mouvement. Les Alliés étaient avancés en décembre 1944. Dans la Tina du Sud, il y avait les soldats américains. Au nord de la forêt noire de l'Ouest, les Américains se sont dit « à Noël, on rentre à la maison ». Mais en fait, ils se sont trompés. Le 31/12/1944, il y a le vent de Nord, c'est une attaque, une offensive allemande, ce qui mène au fait qu'il y avait 2 libérations qui ont été fêtées cette année. Mais en fait, en Alsace du Nord, il y a l'administration allemande qui revient et Robert Wagner, qui a disparu rapidement de Strasbourg, revient en Alsace. Et voilà, quand on apprend leur histoire de famille, quand vous apprenez que ce monsieur était présent lors quand il y a un maire qui a été fusillé, ça me fait la chair aux poules quand je pense à 80 ans de fin de la guerre entre novembre 2024 et 2025, il y avait une manifestation transfrontalière sur les 80 ans de libération au Rhin supérieur. La perception était vraiment très différente. Malheureusement, surtout en ce qui concerne la régénération des maires, ils ont vraiment renoncé les manifestations officielles.
Et la dernière lutte en Alsace, je ne veux pas non plus, je veux aussi en parler. Vous étiez certainement à Neuenburg à la Landesgartenschau. Vous ne croyez pas l'effort qu'on a mis dedans pour déménager le terrain. Donc maintenant, je reviens à mon sujet, c'est le quartier général du Führer, le Tannenberg. C'est un terme et de nombreux lieux. Il y avait 4 quartiers généraux du Führer en Allemagne de l'Ouest, 44. Donc il faut regarder le Tannenberg en détail et il y aura également une perspective. Donc à l'Ouest, il y avait encore bien plus. Vous les voyez ici. Les premiers 4, c'était les premiers. Il y avait donc le Adlerhorst, le nid d'aigle. Ensuite, le Felsennest, le nid de rocher, le Waldwiese, prairie boisée et le Tannenberg. Ensuite, il y avait Wolfsschlucht 1, 40. Wolfsschlucht 2, 44, donc ça veut dire gorge. Et Brunhilde, au nord-ouest de Metz. C'est juste un petit choix. Donc, à l'est, c'est une sélection. Tout le monde connaît ce terme, la Wolfschanze, l'installation centre-sud de Varsovie. Ensuite, une installation sud de Cracovie. Ensuite, le Frühlingssturm, donc la tempête de printemps au sud de Vienne. Et malheureusement aussi à la presse, près de Vinica en Ukraine, il y avait le quartier général Beowulf. Par rapport à ces 4 quartiers généraux à l'ouest, qui ont été construits entre 1939 et 1940. Donc, à l'est de Francfort, il y avait le Adlerhorst. Et à l'ouest, c'est une chaîne de nord à sud, et il y avait le Felsennest, Waldwiese et Tannenberg. Pourquoi cette géographie? Donc, lors d'une guerre de position, ce serait vraiment bien pour être utilisé parce que le quartier général, c'était le Adlerhorst. De 39-40, ça a seulement été utilisé en 1944. Tannenberg, c'est le quartier général le plus au sud. Donc, c'est à l'ouest de Freudenstedt, entre la Schwarzwald-Hochstraße, la rue, Forêt Noire du Nord, l'Alexanderstraße et le refuge. Au début, il y avait une position de défense antiaérienne lourde de la zone de défense aérienne ouest. Voilà, ça a été construit entre le printemps jusqu'à la fin de l'été 1939, à la base des expériences qu'on a fait en Pologne. On a su le prochain ennemi, c'est l'ennemi héréditaire, c'est la France héréditaire. Voilà, donc il y a donc Erwin Rommel qui fait des reconnaissances. Il est le commandant du bataillon d'accompagnement du Führer. Voilà, donc la défense anti-aérienne est terminée. C'est du côté ouest, il y a vraiment une petite colline et c'est vraiment parfaitement protégé. Donc on a construit ça en automne 1939 jusqu'en printemps 1940 et c'était occupé du 27 juin 1940 jusqu'au 5 juillet 1940. Quels sont les ouvrages? Voilà, c'est pas facile à voir. Là, vous voyez les points noirs, là, les combinaisons des lettres. Là, voilà, on voit bien tous les bâtiments de la défense anti-aérienne. Il y a le bandeau blanc de droite en haut jusqu'à bas. Ça, c'est la rue de la Schwarzwald-Hochstraße. Voilà, donc ça c'est la défense anti-aérienne. Il y a les 8 angles.
Quelles sont les particularités de la position de défense anti-aérienne? Et c'est aussi la raison pour laquelle on l'avait choisi. C'est vraiment une forte défense terrestre. Hein. Ce n'est pas seulement la défense anti-aérienne. Tout ce qui passe par la rue peut être défendu avec des chars. Retenez le plan en dessous, on va en parler encore tout à l'heure. Donc à partir d'automne 39, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des ouvrages complémentaires. D'où venaient les ouvriers? Ceux qui savent construire des rues peuvent également construire des bâtiments. Donc il y a des bâtiments complémentaires. Donc, on les a numérotés du FHQ1 jusqu'à FHQ6. Un de ceux, il y a donc 2 bunkers pour Adolf Hitler. Les autres sont plus ou moins des maisons en bois, pas plus. Du 27 juin, il y a un grand nombre de personnes du Wolfsschlucht 1 de Belgique, par Eutingen, c'est au sud de Stuttgart. Entre eux, voilà, c'est donc l'avion Condor D26+00. Ensuite, il y a un voyage en colonne via Heup et Freudenstadt vers le quartier général Tannenberg. Voilà, ça c'est l'avion personnel d'Adolf Hitler. C'est intéressant de voir qui a réalisé, qui a vu ce voyage en colonne. Voilà, tous les gens autour de l'aéroport ont assisté à cela. Les prochaines villes, les villages ne l'ont pas réalisé, n'ont pas vu. Entre, voilà, un peu, Freudenstadt, personne. C'est vraiment un sujet intéressant de voir comment les infos sont passées. Il n'y avait pas de Facebook ni d'Instagram. Il n'y avait personne. Qui était là, qui était là avec Adolf Hitler. Il y avait beaucoup de personnes, entre autres l'ambassadeur italien Alfieri. On parle du rôle de la collaboration entre l'Allemagne et l'Italie. Ensuite, Robert Wagner, Joseph Burke, Chirac. Donc, ils étaient tous présents le même jour. C'est une question à laquelle je ne sais pas donner de réponse parce qu'on n'a pas encore trouvé de documents. Mais ce qui paraît être logique, est-ce que c'est ici que la première pierre des déportations vers Gurs a été posée? Robert Wagner est devenu le chef, donc le Gauleiter Gau-Baden. Il est devenu donc le Gauleiter Gau-Baden-Alsace, Alsace et la Lorraine. Donc, il y avait ensuite Joseph Böckel, le Reichsstatthalter de la Westmark. On a discuté par rapport avec Arthur Seyss-Inquart, commissaire du Reich pour les Pays-Bas, et le commissaire du Reich en Norvège. On a parlé de ce qui se passe à Norvège et en Norvège. Voilà. Il y avait ensuite Joseph Goebbels, Heinrich Lammers, ministre du Reich et chef de la chancellerie du Reich. Joseph Goebbels, il est le ministre du Reich pour l'éducation peuple et la propagande. Le discours de Adolf Hitler a été préparé. Donc, le chef de la chancellerie est parmi eux et bien sûr aussi le ministre de la propagande. Mais il y avait aussi Heinrich Himmler. En arrière-plan, on voit un bâtiment. Vous l'avez déjà vu.
C'est la ruine FHAQ3 que j'ai marquée tout à l'heure sur la carte. La visite là-haut est vraiment parfaitement documentée. Hitler avait ses caméramans, ses photographes. Et M. Frenz, voilà, on peut toujours voir les photos. Voilà, donc, mais ils ont pris des photos des personnes et pas des bâtiments. Hein. Et comme je suis architecte, je m'intéresse plutôt aux bâtiments. Et on le croit même, il y avait des femmes qui sont allées au quartier général du Führer. Et il y avait près de loin une petite héberge des filles de RAD. Et les femmes sont venues avec des gâteaux. Il ne faut pas oublier une chose, Adolf Hitler, il était vraiment à la hauteur de son pouvoir. Donc, il y avait plusieurs excursions, donc entre autres à Breisach, la visite des bunkers français près de la ville. Et Breisach, la traversée du Rhin sur un pont de ponton. Voilà, c'était vraiment une prise de possession symbolique de l'Alsace et de la Lorraine. À ce moment-là, c'est le droit allemand qui comptait en Alsace. Donc, lors de la visite le 28 juin 1940, à moins de 300 mètres d'ici, Adolf Hitler était vraiment au bord du Rhin. Je connaissais les lieux, hein, je suppose. C'est à quoi ça ressemblait tout à l'heure. Donc, on ne voit plus le bâtiment sur les photos. Il y avait donc un deuxième voyage en Alsace 2 jours plus tard. C'est tout au sud, on va jusqu'au Dus, et on ne savait pas pourquoi. Voilà comment on regardait l'histoire personnelle de Adolf Hitler, on l'a mis en relation avec l'histoire militaire. Voilà. Le premier régiment lors de la Première Guerre mondiale était en Alsace. Voilà, donc lui, il a visité les lieux de sa lutte, sa Sperrpach. C'est là on voit la photo avec tous les dirigeants, Adolf Hitler à droite, le général Dollmann et les autres adjudants. Et tous ceux qui en font partie. Il y avait ensuite une troisième visite, quartier général du Führer. Il y avait une femme avec le gâteau, qui n'est pas très annonçante. Il a dit oui, il y a beaucoup de blessés qui seraient très contents d'une visite. Il y avait donc Freudenstadt. Voilà, les jeunes, la Hitlerjugend. Ils ont visité tout cela. Donc, on a pris en 1945. Les Allemands se retirent. Il y avait... c'est terminé. Donc, les bunkers sont éliminés. Voilà, c'est à quoi ça ressemble. Ça, c'est la Alexanderschanze. On voit toutes les explosions. Voilà, 1938, c'est vraiment un parc national depuis 2014. Et tout ce qui est encore les ruines de béton, ce sont vraiment des lieux pour les serpents. Il y a beaucoup de littérature. J'en ai encore emmené des livres. Il y a quelques années, on a fait ce travail-là. Mais en fait, tout ce qu'on suppose, ce n'est pas encore noté. Mais en fait, suite à ce livre, j'ai pris le contact avec Christiane Waldfeller.
Donc, ce livre a mené à une bonne chose. Et donc, le quartier général fait partie d'un guide concernant le national-socialisme. Voilà, il a apparu il y a 4 semaines où on présente également le quartier général. Voilà, donc il y a encore le logement qu'on peut visiter. On peut participer à des visites guidées sur place en collaboration avec le Parc national de la Forêt-Noire. On peut également visiter cet abri pour le personnel et vous êtes invité à participer à une visite. Donc, j'espère. Il sourit encore, donc j'ai respecté le temps. Merci beaucoup. Donc, on voit la construction de ponts, la construction de blocos, et maintenant des excursions. Donc, une thématique extrêmement intéressante avec la question. Donc, aussi, on voit aussi les parallèles avec la déportation à Gurs. Alors maintenant, c'est à vous pour les questions et les remarques. Moi, j'aurais peut-être une demande à formuler. Si jamais vous avez une info d'un document d'archives où on retrouve des documents concernant le quartier général de Hitler, appelez-moi, passez-moi un coup de fil. Ma question est la suivante. Vous avez dans votre intro parlé de cette célébration des 80 ans de la fin de la guerre. Parce que vous avez dit que certains maires étaient contre le fait de faire des défilés, etc. Oh, c'est pas compliqué en fait. 80 ans de la libération de l'Alsace. Ok. Il y a donc des manifestations qui ont été faites. On a essayé d'intéresser les décideurs politiques. Et par exemple, le 2 février 2025, il y avait le président français à Colmar, le 1er février à Strasbourg. Et cette deuxième libération d'Alsace n'a pas été prise en compte du tout par le monde politique. Donc des copains, des amis alsaciens ont essayé donc d'expliquer que c'est extrêmement important cette question pour toute l'Alsace. Et malheureusement, ça n'a pas été du tout perçu par les décideurs politiques. C'était des jeunes maires, des jeunes politiciens qui n'avaient pas de relation directe avec la période de la guerre. Et donc, ça n'a pas marché du tout. Donc, ni les élus locaux, ni que ça n'a pas du tout bougé, ça n'a pas du tout réagi au niveau des élus locaux. Le maire d'une ville que je connais bien, je lui ai posé la question, est-ce qu'on fait quelque chose pour les 80 ans pour la fin de la guerre? C'est pas une libération, c'est la fin de la guerre, si vous voulez. Et on ne peut pas parler de libération en Allemagne parce qu'effectivement, les gens sont... War diese Initiative irgendwo zwar da, die Presse hat Medien haben berichtet und die Politik hat sich dafür überhaupt nicht interessiert. Das habe ich damit gemeint. Ich schließe da eine kleine persönliche Bemerkung an. Ma remarque à ce sujet, j'ai habité pendant de nombreuses années à Berlin, dans une rue qui avait été libérée de la Wehrmacht et à nouveau repris. Et à côté de chez moi, il y a à côté, donc quelques maisons plus tard, il y a quelqu'un qui a hissé un drapeau blanc et qui tout de suite s'est fait tirer dessus par les soldats allemands à l'époque. On voyait donc le fait de récupérer une ville et de vouloir la paix, c'était absolument impossible à l'époque du Troisième Reich, à cause de la fanatisation des gens. Une
question concernant donc l'acception et l'acceptation de ce mouvement donc national concernant les 80 ans de la libération. Et est-ce qu'au niveau communal, ni au niveau français, ni au niveau allemand, ça a bougé, c'est ça? Côté allemand, au niveau communal non plus, il n'a rien été fait. C'est comment ça se passait? En fait, ni côté français, ni côté allemand, le niveau communal n'a absolument pas bougé, tout le monde s'en fichait. Et il faut bien expliquer le contexte, il faut bien dire que c'était des gens qui étaient vraiment ancrés dans la commune, des gens qui n'étaient pas, certainement pas des gens qui étaient des néo-nazis ou autre chose comme ça, non, c'était vraiment la possibilité de parler de manière raisonnée et raisonnable sur la fin de la guerre et qui voulaient donc que cela soit bien commémoré. Alors, il faut bien se dire une chose, c'est que il y a un travail d'histoire. L'histoire, l'enseignement de l'histoire, c'est un travail, un éternel recommencement. On m'a été invité à Bartenheim, c'est juste ici, c'est juste à côté, à 30 km au sud. À Bartenheim, on m'a demandé de venir pour que je parle de la poche de Colmar. Nous avions donc une association allemande de Weil am Rhein et il y avait 120 Alsaciens qui m'ont écouté, que j'ai parlé de la poche de Colmar. Donc il y avait plein de gens et tout le monde a participé activement à ce débat. Par contre, il faut bien se dire une chose. Quand on regarde l'histoire et comment elle est transmise en Alsace, comment on en parle, il y a des points qui font mal. Des points font mal que nous, en tant qu'Allemands, ne comprenons pas. Parce que vous parlez de Oradour-sur-Glane, par exemple. Vous voyez tout le monde qui blanchit. Et tout le monde et vous avez des discussions, des débats qui qui sont vertigineux, parce que ça fait partie de l'histoire des malgré nous et des recrutés de force qui c'est encore très présent dans l'histoire, la tête des gens. Après, il y a un truc qui me surprend, c'est que justement, les destructions en Alsace, dans la poche de Colmar, étaient énormes, peut-être beaucoup plus qu'à Fribourg, beaucoup plus qu'à Kippenheim, beaucoup plus. À Colmar, la destruction était totale. En quelques semaines, les villages ont été complètement rasés. Et peut-être que c'est pour cela que les gens se disent peut-être il faudra faire ce devoir de mémoire. Le devoir de mémoire, c'est quelque chose de difficile et de douloureux. Nous, en tant qu'Allemands, on a des fois des initiatives et on a une correspondance intéressante avec les collègues alsaciens. Mais il y a beaucoup de difficultés à traiter cette mémoire. Donc l'histoire est un éternel recommencement. Il faut en parler, en reparler et en parler encore.